Bonsoir Morgane, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de Arrêt Caméra. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Alors j'annonce déjà la couleur, il n'y aura pas de film de... c'est Gilles Lelouch, c'est ça son prénom? J'ai failli oublier le prénom, j'ai failli dire Claude, mais c'est pas le bon Lelouch. Non, c'est pas avec le bon. L'amour ouf. Alors j'ai vu Morgane qu'il avait fait, à ma grande surprise, je m'y attendais pas. Comme quoi, il y a bien une raison pour laquelle je ne suis ni distributeur ni exploitant. J'ai vu que L'Amour Ouf avait fait le second meilleur démarrage de 2024 en France. Pour un film français. Il est pas, voilà, pour un film français, et il n'est pas au programme. Désolé. Et à prendre avec des pincettes, puisque en vrai... C'est vrai ? Non, en fait, il y avait le Comte de Monte Cristo qui était sorti un vendredi. Et donc du coup, le film est troisième, le Comte de Monte Cristo, le deuxième c'est Amour Ouf, et le premier c'est j'ai oublié son nom, le film qui a cartonné sur les handicapés, je n'ai plus le nom. Un petit truc en plus. Voilà, merci. Mais, alors un petit truc en plus. Oui, voilà, c'était le premier, plus gros démarrage pour un film français, mais donc le deuxième c'est L'Amour Ouf, mais comme je dis, à prendre avec des pincettes, parce que si on cale ça sur une semaine entière, on sait pas, peut-être le Comte de Monte Cristo serait au-dessus, mais voilà, c'est pas, pour un film qui est sorti un mercredi, en tout cas, ouais, c'est assez énorme. Moi non plus, je m'y attendais pas, je pensais que le film allait faire un peu moins, mais écoute, le matraquage, je ne sais pas, j'ai pas suivi en fait la promotion du film, mais je pense que ça a bien fonctionné, effectivement. Est-ce qu'on ira le voir ou pas au final, Morgane? Non. Non. D'accord. Ah bah, alors on arrête sur ce sujet-là. En revanche, pas de débat pour cette fois-ci, parce que le programme, je trouve, est assez chargé. Il est copieux, oui. Et puis, en ayant 5 films en tout pour ce 42e épisode, je ne me voyais pas faire une discussion fleuve avec toi. C'est parce qu'on a... Je préfère la faire en dehors du podcast avec toi. Bien sûr. Non, mais de base, on avait annoncé 4 films, et il y en a un 5e qui s'est ajouté au hasard, en fait, du fait que le film ait bien marché en salle. Julie était curieuse de le voir, finalement, parce que moi, j'allais le voir tout seul. C'est bien, je parle bien de Terrifier 3. Julie n'a vu ni le 1 ni le 2, du coup, j'ai dû lui faire un petit... Je suis vraiment allée le voir parce qu'il est interdit au moins 18 ans. On en reparlera juste après, Morgane. Mais j'ai fait un petit résumé des 2 premiers pour la mettre en situation. Oui, ça a été un peu dur à comprendre, et d'ailleurs je crois que j'ai toujours pas compris ce qui m'est arrivé devant ce film. J'en reparlerai plus tard. Donc au programme, on va avoir Terrifier 3, comme Morgane l'a dit. On va avoir Nikki, un biopic. Encore un autre biopic, on va avoir The Apprentice. Pas encore du tout un biopic Miséricorde. Et encore un film d'horreur, c'est-à-dire on commence par un film d'horreur, on termine par un film d'horreur, comme ça la boucle est bouclée. Smile 2, c'est parti. Après un premier épisode confidentiel ayant fini directement sur les plateformes SVOD, il me semble que... Enfin, moi je l'ai vu sur Prime Video. Tu es tellement qu'un précurseur, Morgane. Mais je sais qu'il est sur Shadows maintenant, donc voilà, le premier épisode en tout cas, Terrifier était disponible directement sur les plateformes. Terrifier 2, lui, avait bénéficié chez nous d'une sortie en salle exceptionnelle grâce au partenariat entre ESC et justement Shadows qui semble donc porter ses fruits. Pour rappel, une plateforme de VOD française, tandis que ESC, qui édite éditeur, notamment des DVD, des Blu-ray, est aussi devenu depuis quelques années distributeur de films en salle. C'est ça, et justement c'est depuis son association avec Shadows, et on se souvient, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus pour quel film, si pour When Evil Lurks, c'était déjà eux. Et ils avaient fait aussi The Sadness et encore quelques autres films. Donc, suite au succès surprise du film de Daniel Leone, c'est le réalisateur de Terrifier, aux États-Unis, parce qu'on se rappelle que le 2 avait fait quand même plus d'une vingtaine de millions de dollars de recettes aux États-Unis. Un gros succès. Oui, pour un film d'horreur aussi porté sur le gore et la violence. Et donc, du coup, ça avait poussé le distributeur à sortir l'épisode 2. Visiblement, ils avaient encore envie de faire le même coup, parce que le film avait pas trop mal marché, 70 000 entrées pour une sortie assez
petite, on va dire, hein, il faut quand même l'admettre. Il n'y avait pas énormément de salles. Donc le duo, on peut dire, de distributeurs a décidé cet automne de sortir Terrifier 3, mais on va pas même dire en avant-première, parce que le film est sorti 2 jours avant la sortie aux États-Unis, la sortie mondiale du film. 2 jours avant ? Oui, parce que nous, les films sortent le mercredi aux États-Unis, ça sort le vendredi, mais voilà. Mais je pensais pas, tu vois, Morgane, qu'ils étaient sortis en même temps. Donc autant dire que ce Terrifier 3 était attendu. Et on a cru, enfin on va expliquer pourquoi, on a cru que ça allait se casser la figure et au final pas du tout. Oui voilà, donc le pari est réussi, hein, je spoil, mais vous devez savoir, parce que malgré l'interdiction en moins de 18 ans, le film est devenu un carton inattendu avec sa première semaine. Bon, le film maintenant fait beaucoup moins d'entrées, mais il faut l'avouer que la première semaine est assez impressionnante. 300 000 entrées quasiment, et en plus un double de salles qui s'est rajouté en deuxième semaine. Est-ce que c'est pas l'un des films qui a fait, Morgane, le plus grand nombre d'entrées pour un film interdit aux moins de 18 ans depuis, on va dire, ces 40 dernières années? Bah effectivement, je ne sais, j'ai pas en tête les scores des films d'interdit moins de 18 ans, mais effectivement, je crois que le précédent, c'était il y a 20 ans, c'était peut-être pas aussi gros. Donc... C'était quoi, Saucisse? Ouais, c'était Saucisse, ouais. Merci pour mon accent anglais. Mais derrière la success story, et qu'est-ce que ça vaut concrètement, ce Terrifier 3? Bon, on en parlera après le résumé de Julie. Allez, donc après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Noël en l'occurrence, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs du passé. Cependant, au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art le clown refait surface. Voilà, c'est pas le scénario du siècle. Je te fais pas dire, hein. Je l'ai senti devant le troisième épisode. Alors, il faut savoir que Terrifier, donc c'est de base un projet qui est né de l'esprit de Damien Leone, qui me semble a commencé en étant maquilleur pour des films d'horreur, ou alors il faisait ça en parallèle de ses courts-métrages, c'est peut-être ça, oui. Et donc ces courts-métrages mettaient déjà en scène un personnage de clown. En fait, c'est plus un mime qu'un clown, en vérité. C'est vrai. C'est un peu des deux, en vrai. Non, mais il parle quasiment pas, donc oui, pour moi, c'est plus un mime qu'un clown. Il utilise quand même des objets, genre le poète-poète, là, je sais pas comment on appelle ça. N'y a-t-il pas, après, en tout clown, un mime? Oui, oui, c'est une bonne question, Julie. Et donc, voilà, c'est un personnage qu'il a créé il y a plus de quasiment 12 ans, je crois que c'est 2011-2012 le premier court-métrage qui met en scène Art le clown. Et déjà, il y avait un intérêt pour l'horreur très graphique, d'où aussi son travail de maquilleur, c'est-à-dire qu'il met en scène des meurtres assez violents de manière très frontale. C'est du cinéma d'horreur, mais dans sa veine la plus gore et trash, et moins dans sa veine la plus effrayante, film de peur. On est moins dans la peur, on est plus dans l'horreur visuelle et viscérale. Et justement, c'est un cinéma qui avait un peu moins le vent en poupe depuis quelques temps, notamment par le fait qu'il y a eu l'Elevated Horror, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Oui, c'est vrai que le gore, on va dire, total et les sursauts d'hémoglobine, on voit pas ça dans l'Elevated Horror. C'est rarement propos. Pas à ce point-là, pas autant. Non, pas à ce point-là, pas au point où on est quasiment dans le torture porn par moment. Et en fait, voilà, ça revient vraiment à un cinéma d'horreur graphique des années 2000, voire encore plus loin, puisque l'horreur est encore plus violente. Il y a des corps qui sont déchiquetés. Le torture porn, c'était un mix des deux. Il y avait de la suggération par moment, mais il y avait aussi des trucs visuels, mais c'était pas au point de justifier un truc interdit moins de 18 ans, à part évidemment le saut numéro 6, dont je ne me souviens même plus pour quelle scène il a été interdit moins de 18 ans. Est-ce que là tu trouves que c'est justifié, Morgane, cette interdiction moins de 18 ans pour Terrifier 3? Alors pour moi ça ne l'est pas justifié en soi, parce que... Explique. Attends, je termine. Pardon, vas-y. Je dirai après. Et donc du coup, voilà, ce cinéma-là, c'est vraiment plus le côté gore et visuel, c'est plus les années 70-80, des cinémas de très très bis en fait, et qui aujourd'hui existe quasiment plus. Et oui, à la marge pour les aficionados des films d'horreur, mais pas pour le grand public, tandis que là, c'est en salle grand public. Mais même en festival, de moins en moins, on le voit de moins en moins, parce que forcément, en festival, alors ça existe peut-être, il y a des films qui sont peut-être gore, mais qui, même dans des festivals, on ne les voit pas, peut-être dans des mini-festivals, mais en tout cas, c'est plus à la mode, donc on comprend que Terrifier qui débarque suscite autant d'attentes, mais même pas d'attentes. Une forme de curiosité. Oui, de curiosité, c'est ça que je cherchais, merci Julie. Et donc, est-ce que le film justifie ses moins de 18 ans? Donc non, je ne trouve pas, parce que je trouve qu'on reste quand même dans du cinéma de
Enfin, c'est de l'horreur et je vois pas ce qui justifie en fait une interdiction au moins de 18 ans dans tous les cas. Est-ce qu'on la connaît, la scène, là ou les scènes précises qui ont provoqué cette interdiction? Je n'ai pas lu l'article justement à ce sujet. Toi, tu l'as peut-être lu parce que moi, je voulais pas me faire spoiler en fait, et je sais qu'il y avait un article qui était sorti. Je suppose qu'il y a la scène de tronçonneuse dans les fesses, dans l'anus. Le personnage. J'en rigole parce qu'elle est ridicule, mais le personnage oui. qui se fait couper la bite d'ailleurs à ce moment-là. Enfin, le pénis. Excusez-moi, on va essayer d'être poli, pas vulgaire. Merci Morgane. Oui, ou des. Je sais pas. Il y a la fin du film. Il y a des meurtres assez violents, mais en fait. Oui, avec des animaux, mais. Oui, bon. voilà. Ou peut-être le fait qu'il y a un enfant qui est déchiqueté, mais on ne le voit pas se faire déchiqueter, mais on voit l'après, en fait, où il a les membres déchiquetés. Mais je ne vois pas trop en quoi c'est justifié, sachant que dans le 2, il y a déjà une scène qui est beaucoup plus hardcore que dans le 3, où il y a un personnage qui se fait littéralement mis en pièces, mais morceau par morceau, par Art le Clown. Alors, certains disent que ça dure 20 minutes, 15 minutes. En vrai, ça dure même pas 7-8 minutes avec un montage, avec des personnages. En fait, il doit y avoir, Morgane, un ressenti qui fait que c'est vécu de manière plus intense. Enfin, je suppose. Donc voilà, non, pour moi, ce n'est pas justifié. Mais maintenant, on peut parler du film. Peut-être toi qui connaissais pas ce type de cinéma de base, parce que toi, l'horreur, déjà, tu n'es pas, tu le dis souvent, tu n'es pas une aficionados, une amatrice. Je suis pas une fan. En fait, j'aime bien les films d'horreur, mais je l'ai souvent dit, je suis pas une fan dans le sens où je n'ai pas un besoin irrépressible de voir absolument tous les films d'horreur qui sortent chaque année, que ce soit au cinéma ou sur plateforme. Déjà parce que ce serait infaisable et incompatible avec le fait de regarder énormément de films. Enfin, moi, j'aime bien picorer dans différents genres, dans des sorties récentes, comme dans des sorties patrimoine. Bref, tout ça, c'est mon activité, on va dire, de cinéphile. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Alors là, oui, effectivement, pour Terrifier 3, j'étais curieuse. J'aurais pas eu l'interdiction à moins de 18 ans. Je pense pas que je l'aurais regardé. Parce que le personnage d'Art le Clown ne me fascine pas spécialement. L'histoire, effectivement, elle tient sur 2 lignes. C'est pas non plus ce qui me transcende. Bon. Donc, qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est ce moins de 18 ans. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que artistiquement, ça a un intérêt? Je suis un peu ambivalente par rapport au film. J'ai pas détesté. J'ai pas aimé. Mais je trouve pas ça génial. Enfin, je trouve ça... En fait, c'est assez... bizarre à dire, mais malgré cette interdiction au moins de 18 ans, je trouve le film assez anecdotique dans le sens où, d'un côté, j'ai l'impression qu'il apporte quelque chose à la sous-catégorie du film d'horreur gore et au slasher, parce que, pas que dans le revival, mais parce qu'il crée un personnage... c'est pas il le crée, en fait, il l'installe... Il continue à installer encore un peu plus un personnage qui existe depuis 2 autres films. Et finalement, des courts-métrages, du coup. Oui, mais ce que je veux dire, Morgane, c'est que quand je pense comme ça à toutes les figures du slasher qui restent, laquelle là va rester sur peut-être les 10 prochaines années, ce sera Art le Clown. Donc forcément, il y a quelque chose par rapport à ça dans ce film-là qui se joue au regard du cinéma d'horreur de manière générale. C'est peut-être le premier personnage, effectivement, depuis au moins Jigsaw de Saw, justement. Voilà, depuis un certain temps quand même. Et lui, visuellement, il n'est pas forcément reconnaissable. C'est plus un personnage qui est connu. Il y a une saga à Saw. Donc du coup, peut-être on peut aller encore plus loin dans le passé pour dire un personnage qui ravive en tout cas les souvenirs de Michael Myers, Freddy Krueger. Je trouve qu'il s'inscrit Jason là-dedans. Ou Ash Williams, qui n'est pas un méchant pour le coup, mais qui est le héros des Evil Dead. Voilà, et en plus là récemment j'ai vu qu'il avait le droit à son jeu vidéo Terrifier. Donc voilà, on part vraiment sur un personnage iconique de la culture bis et qui peut-être effectivement deviendra aussi culte que les personnages que j'ai cités. Encore mais je trouve, Morgane, que ça se voit justement dans cet épisode de Terrifier 3, parce que moi qui n'ai pas vu... je dis épisode parce que je trouve que ça fait épisode vraiment comme de série quelque part. Mais c'est un film, 3e épisode d'une saga. C'est une saga. Oui. Il a d'ailleurs dit qu'il ferait l'épisode 4 et 5, je crois, Damien Lian. Donc, disons que par rapport aux 2 précédents que je n'ai pas vus et que donc tu m'as expliqué juste avant de voir cette 3e occurrence, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir déjà quelque part, et je trouve pas ça forcément bien parce que je me sens pas concernée aussi, c'est pour ce motif-là. Quelque chose de l'ordre du fan service, c'est-à-dire que j'avais pas vu les 2 autres films, que j'ai déjà eu l'impression qu'on cherchait à me faire des clins d'œil et à rendre le tout fun. Et je sais pas, d'un côté je comprends, et en même temps, comme je ne suis pas fan du gore total, ça me parle pas beaucoup. Alors, juste pour conclure sur une chose
qui me semble importante, c'est que donc il y a le moins de 18 ans, il y a tout le côté trash. En tant que personne qui a parfois du mal avec les jumpscares, avec le gore et autres, j'ai paradoxalement trouvé que c'était un gore qui était relativement supportable. Bon, alors attention, à force de voir des films d'horreur, forcément, on finit par s'acclimater, Morgane, je trouve. Tu deviens dépendante. Non, pas dépendante, mais disons qu'il y a une forme d'accoutumance, en fait, à ce qu'on voit. On est de moins en moins choqués, etc. Chose que j'aime pas au passage. Mais bon, ça, c'est moi qui fais ma moraliste de service. Mais en fait, pour rentrer vraiment dans les détails, je trouve que c'est un gore qui est supportable parce que ça se voit que c'est du maquillage. Ça se voit vraiment, c'est-à-dire que le rouge du sang qu'on voit sans arrêt à l'écran, il a une tonalité assez étrange, je trouve, qui fait forcément fausse. Mais ce n'est pas réaliste de toute façon, ce qu'on voit. Oui, mais ça se voit, c'est-à-dire c'est tellement plus graphique que réaliste que je trouve que c'est compliqué d'être franchement écœuré par le film ou même d'en être traumatisé sur plusieurs jours. Après, je dis ça, il y a des scènes qui sont insoutenables. Et franchement, Morgane, si je vais être honnête, sans rentrer dans les détails pour ceux qui l'ont pas vu, enfin moi, c'est compliqué parce que c'est un slasher et c'est un film d'horreur, mais c'est pas tant qu'il y a des moments où ça va trop loin, c'est juste qu'il y a des moments où je trouve ça gratuit parce que quelque part, il y a une intention qui se réalise pas. Je vais prendre un cas concret. Il y a un personnage féminin qui, à un moment, se masturbe avec un grand morceau de verre coupé et on voit du sang tomber à ses pieds de son vagin. En fait, j'aurais compris cette scène si Terrifier 3 avait été trash avec des scènes de sexe. C'est-à-dire si ça s'était inscrit dans un ensemble. Là, du fait qu'il n'y a que cette scène et qu'il n'y a aucune scène de sexe, aucune scène quasiment de baiser ou quoi que ce soit, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça gratuit et que ça existe juste pour le fait d'exister sans s'inscrire dans un projet on va dire dans son ensemble. Je ne sais pas si je suis claire. Je sais que ça a l'air d'être du pinaillage, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 2 ou 3 reprises, pour moi, cette violence, en fait... hormis quand on rattache chaque moment à chaque moment, et donc ça fait comme un film à sketch, elle n'a pas vraiment de projet. Et comme je trouve que le côté film à sketch fonctionne pas toujours, parce qu'en fait ça dépend des sketchs, c'est aussi pour ça que pour moi c'est un film finalement assez moyen, Terrifier 3. Mais c'est là où tu rejoins un peu mes limites par rapport à Damien Leone en tant que cinéaste, dont je trouve qu'il a vraiment évolué de film en film. Le premier par exemple est assez pauvre. Alors déjà effectivement financièrement il a moins d'argent que les deux autres. Tu dirais que le premier c'est le pire des trois ? C'est le moins bien. Si le pire ce serait trop négatif. Le film est pas nul, mais je le trouve assez anecdotique justement parce que à part la première scène de rencontre avec Art le clown dans le diner où il fait ses mimiques qui ensuite va reprendre dans d'autres films, enfin dans les films suivants, et tu t'acclimates au personnage. Je trouve que les séquences où les deux personnages féminins, alors c'est assez marrant parce que le personnage féminin dont tu crois que tu es l'héroïne se fait trucider assez vite, et en fait c'est sa sœur qui devient ensuite Vicky, la personnage horrible qui se masturbe justement avec un couteau, une scie je crois, dans l'épisode de oui, c'était comme un morceau de verre découpé. Ah oui, un verre, pardon. Vicky qui est un personnage encore plus flippant que Art le clown, mais voilà. Donc ça déjà tu vois, il faut vouloir mais il faut vouloir le voir quoi. Bien sûr, et donc le premier épisode était finalement assez pauvre en termes structure, de mise en scène aussi. Et au fur et à mesure, il aiguise un peu sa caméra. Le 2, il y avait encore des limites, mais le 3, je trouve que alors, bien sûr, son écriture, c'est aussi le problème, c'est des mini-sketchs. En fait, c'est plus que des sketchs, c'est des séquences de meurtres qui sont... Finalement, c'est pas si éloigné que ce que peut faire Argento, par exemple, qui sont des scènes de meurtre opératiques qui sont en fait jointes par des moments de scénario qui sont parfois inintéressants dans les films d'Argento. Donc c'est en ça que les deux cinémas se ressemblent. Même si Argento, il y a du mystère, il y a tout un truc de mise en scène qui fait qui cherche encore plus le sublime par la mise en scène, alors que finalement... Là, c'est plus de l'ordre, je trouve, Morgane, du spectacle humoristique. C'est-à-dire, on a une espèce... En fait, Art le clown, pour moi... Grand guignol que humoristique. Mais... Alors, je vais être très clair. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un stand-upper. Il fait son cirque. Les personnes autour n'arrivent pas à saisir, on va dire, son aura absolument machiavélique. Et ça se finit dans un bain de sang. Hormis quand, effectivement, on est sur la trame
principal du scénario. Oui, mais c'est plus grand guignol qu'humoristique, ce qui en soi, le grand guignol est rigolo, mais aussi horrible, hein, faut l'admettre, c'est ça cheval entre les deux. Et finalement, ce que je voulais dire, c'est que autant Argento, c'est des numéros de mise en scène, en fait, ces scènes jouissent de la mise en scène, voilà. Alors que là, on est beaucoup plus dans la violence. En fait, on jouit de la violence et qui est montrée de manière très frontale. Finalement, la mise en scène, elle est assez, c'est très découpé, hein, comme type de cinéma. Alors, je dis pas qu'il y a beaucoup de montage, au contraire, mais tu sens que la montage te filme des corps morcelés chez Damien Leone. Et par moments, c'est très frontal et on voit les corps se faire démolir, se faire détruire par Art le Clown de manière très inventive parfois. Et c'est ça, en fait, qui tient ces films-là. Et je comprends que pour quelqu'un qui cherche à avoir quelque chose d'autre dans du cinéma qu'une expérience purement visuelle, gore, etc., je pense qu'effectivement, tu n'as pas adhéré. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans ce cinéma-là. Dans le 2, il y avait un côté un peu magicien d'Oz, cauchemardesque, limite un peu lynchien sur les bords, même si c'était pas trop lynchien dans le sens où c'est souvent pour moi un défaut de dire que tel cinéaste, tel film se la joue Lynch. Lui, il a vraiment son truc à lui, mais c'est plus proche justement du magicien d'Oz, qui est aussi un truc en commun avec Lynch, mais d'une autre manière, beaucoup plus dans l'angoisse et l'horreur pure, alors que chez Lynch, c'est un peu un cheval entre plein de genres. Et là, dans le 3, je trouve qu'il perd un peu ça. En fait, il se focalise sur le personnage de Sienna, qui est d'ailleurs la seule très bonne actrice du casting oui. Alors, je voulais de Terrifier 3. Parlons-en, avec l'acteur qui fait Art le Clown, évidemment, qui est très très bon. Moi, je les trouve très mauvais. Enfin, la direction d'acteur, c'est vraiment l'aspect négatif de Terrifier 3. J'ai pas vu les autres, mais c'est très très mal joué. Alors pour moi, je sais pas si ça fait cheap, quoi. Je sais pas si c'est un problème de direction d'acteur ou si c'est voulu aussi par Damien Leone pour faire du cinéma. Moi, à ce stade-là, série Z. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit véritablement voulu. Pour moi, c'est plus un manque de. Je sais pas, c'est horrible à dire, mais peut-être d'expérience, de compétences Enfin, je trouve que c'est un choix qui marche pas trop et qui pour moi tire un peu le film vers le bas. En fait, ce qui potentiellement, Morgane, m'aurait intéressé dans le film, c'est finalement ce qui est pas tant que ça traité, c'est-à-dire tout l'univers. On se doute que Art vient d'un endroit et on le voit à la fin, tu vois. En fait, tout l'univers. Il y a des évocations dans le film. Voilà. Exactement, je vais reprendre ton terme, il y a des évocations par rapport à un univers d'où viendrait Art et à propos duquel serait au courant le père de Sienna. Et j'aurais bien aimé qu'on s'attarde là-dessus, parce que tout ça, je trouve, aurait un peu solidifié le concept, quitte à perdre dans l'essence du slasher d'une entité qui vient, qui tue, on ne sait jamais pourquoi, comment, juste qu'elle continue à tuer. Mais c'est ça potentiellement qui m'aurait plus intéressé. Et là, comme c'est un peu expédié par la trappe, tant pis. Oui, alors, et en fait, ce que je disais, le problème, c'est que dans le 3, il y a un côté un peu teenage movie qui est assez très raté, très caricatural, qui ressent un peu ce qu'on a pu voir dans Scream, en fait, le personnage qui se retrouve de starifié parce qu'elle est liée à une série de meurtres et qu'on l'accuse que c'est à cause d'elle, etc. C'est les scénarios de Scream 3 et 4, en fait, 5 et 6 même. Et donc, c'est un peu, ça fait défaut au film, alors que quand il part dans le truc un peu plus fantastique, bizarre, de sa propre mythologie, en fait, qu'il a créé dans le 2, surtout dans le 1, pas trop, à part à la fin où Art se fait tuer, mais en fait renaît parce qu'il est immortel. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est dommage que dans le 3, en fait, il fasse du surplace et n'ose pas aller dans ce qu'il avait mis en place dans le 2. Et je pense que dans le 4, il y aura plus ça, mais du coup, ça m'embête. Je trouve que c'est un épisode à la fois mieux où on voit du mieux en termes de mise en scène et de mise à mort, etc. Mais que finalement, je crois que j'ai préféré le 2 parce que j'ai préféré son étrangeté. Et voilà, donc c'est pas grave, ça reste une série une saga pour laquelle j'ai un peu d'affection, parce que il y a plus personne qui fait du gore comme Herschel Lewis, j'ai oublié son nom entier, celui qui faisait Blood Fist et l'attaque des mille maniaques, un truc comme ça, dans les années 60. Et aussi, je vais pas pouvoir t'épauler comme je les connais pas. T'inquiète. Et Lucio Fulci aussi, du gore. Alors, Lucio Fulci, lui, ce qui intéresse, c'est la putréfaction, c'est encore autre chose. Mais c'était très gore aussi. Et je suis assez content qu'il y ait un cinéaste qui refasse ce genre de
cinéma, parce que ça n'existait presque plus. Il y a plus de jumpscares maintenant, Elevated Door, on en parlera après, Smile 2 et compagnie. Mais voilà, c'est très bien, mais j'espère qu'il va se mettre un peu plus en danger dans Terrifier 4. Voilà. Bah, on verra bien. En tout cas, moi, je suis pas certaine d'aller le voir, hein, parce que bon, une fois, ça m'a suffi, et puis je sais pas, je veux passer des nuits sereines. On passe à notre film suivant, Nikki de Céline Sallette. On connaît surtout Céline Sallette pour son travail en tant qu'actrice, puisqu'on a eu l'occasion de la voir dans L'Apollonide de Bertrand Bonello, La French de Cédric Jiménez ou encore le plus récent, Les algues vertes de Pierre Jolivet. Nikki est son tout premier film avec Charlotte Lebon dans la peau de la célèbre artiste franco-américaine Nikki de Saint-Phal. J'espère que vous avez eu l'occasion, comme moi, d'aller voir l'exposition qui lui était consacrée au Grand Palais de mémoire. C'était en 2013, mais je suis plus sûre du tout. Ça fait un bout de temps, effectivement. Je me souviens, j'y avais été. Tu y avais été aussi ? Oui. On voit si l'essai est concluant juste après ton résumé, Morgane. Alors, Paris 1952, Nikki s'est installée en France avec son mari et sa fille, loin d'une Amérique et d'une famille étouffante. Mais malgré la distance, Nikki se voit régulièrement ébranlée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l'enfer qu'elle va découvrir, Nikki trouvera dans l'art une arme pour se libérer. Alors, je suis un petit peu triste pour ce film parce que il a été nommé quand même dans la section Un certain regard au Festival de Cannes de 2024. Et j'ai l'impression qu'il y a fait un petit peu parler, mais que depuis, il a quasi complètement disparu. C'est-à-dire que, par exemple, nous, toi et moi, Morgane, je me rappelle qu'on a hésité à aller le voir. Moi, je voulais aller le voir, mais quasiment personne ne l'a vu, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il a beaucoup marché ou pas, peu importe, je regarderai en dehors de l'enregistrement. Mais je trouve ça dommage parce que le film n'est pas si mal que ça, en fait, pour un biopic. Alors, il y a des problèmes liés au biopic que je vais d'emblée évacuer. Je dirais que le pire de ce film, Nikki, c'est quand à chaque fois Charlotte Lebon a l'inspiration et qu'on entend la musique venir crescendo pour marquer son inspiration et signifier le fait qu'elle est en train de produire de l'art. Ces parties-là, heureusement, qui sont pas très nombreuses, mais quand même... Heureusement, oui, il y en a 4-5, je crois. Oui, quelque chose comme ça, Morgane, effectivement. Il y a même un moment où ça singe un peu Philippe Glass. Oui, j'ai trouvé ça ridicule. Mais... Bon, c'est un peu premier degré. Et c'est vraiment dommage, mais c'est d'autant plus raté. Et là, c'est pas la faute de Céline Sallette que, et je m'en doutais, dans le film, on ne voit pas les œuvres de Nikki de Saint-Phal. Et en fait, je me demandais pourquoi. C'est-à-dire qu'on la voit produire comme si, en tant que spectateur, on était nous-mêmes l'œuvre d'art, le tableau. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle nous peint, en fait, ou qu'elle nous colle, ou qu'elle nous assemble des morceaux. Enfin, c'est un drôle d'effet. Oui, c'est la caméra qui devient l'œuvre, en fait. Et, voilà. Alors, donc, oui, on non, dirait qu'elle fait les choses sur nous. Elle met pas de choses sur la caméra, mais c'est autour de la caméra. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Du point de vue de l'œuvre. Ouais, c'est ça. Et donc ça, j'aime bien l'effet, mais le problème, c'est qu'avec cette redondance de la manière de cadrer et de la manière de faire grimper la musique, comme on voit pas les œuvres, ça fait un petit peu ridicule encore une fois. Et de ce que j'ai compris, on ne voit pas les œuvres dans le film parce que je crois que Céline Sallette n'a pas pu les montrer. Donc quelque part, je trouve, je sais pas ce que tu en penses. Elle n'a pas eu les droits, oui, c'est ça, je dis. Ouais. C'est exactement ça. Je pense que l'intérêt du film, en fait, il se situe ailleurs, quoi. Et en fait, je me demande si ça n'a pas impacté l'écriture du film, parce qu'en fait... Je me suis posé la question. À quel moment, mais je suis sûr que c'est au moment de l'écriture, elle a dû demander, etc., pour trouver des financements, et elle avait peut-être écrit déjà une grosse partie du film, et elle a peut-être réécrit après, parce que ça se voit, en fait, même sans le lire, je trouve que ça se voit, Morgane, qu'elle ne peut pas montrer, et ça donne... une drôle de chose quand on sait à quel point ça a été important pour Nikki de Saint-Phal d'arriver à produire. Ouais, et en même temps, elle filme le geste et c'est assez intéressant, même si je trouve, par exemple, qu'il y a d'autres cinéastes qui l'ont mieux filmé, parce que au bout d'un moment, c'est assez redondant. C'est toujours Charlotte Lebon qui s'extasie, qui fait toujours la même musique, et après, c'est pas de sa faute, elle joue très bien le personnage de Nikki de Saint-Phal, il y a pas de souci. Mais c'est souvent des scènes qui sont à peu près les mêmes, et alors qu'elle fait autre chose à chaque fois, parce qu'en fait, la particularité de Nikki de Saint-Phal, c'est qu'elle était une artiste, mais elle avait plusieurs disciplines. C'était pas juste une peintre, c'était pas juste une sculptrice, c'était pas juste une je sais pas, elle faisait pas juste du collage, elle faisait plein de choses. C'était une artiste polymorphe. Voilà. En fait, là, peut-être que le bas blesse à ce moment-là dans le film, parce qu'il y a une vision, je trouve, un peu simpliste de ce que c'est qu'être artiste, précisément dans ce moment-là. C'est-à-dire que
bon, c'est Nikki qui voit quelque chose dans sa vie ou à qui il arrive quelque chose et subitement elle a une inspiration et vient la musique et on pourrait imaginer l'ange Gabriel et poum, elle fait une œuvre d'art. Enfin, c'est un peu bizarre quoi, comme façon de voir les choses. Oui, voilà, c'est à la fois intéressant et c'est aussi une limite du film, tu l'as bien dit Julie. Mais du coup, l'intérêt du film se situe ailleurs, effectivement. Il se situe dans comment en fait, qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui nourrit l'art de Nikki de Saint-Phal et comment en fait Nikki, j'ai plus son nom de famille de l'époque, quand elle s'est mariée à un Américain, est devenue en fait Nikki de Saint-Phal. D'où le nom du film qui s'appelle Nikki, et au tout début quand elle signe un contrat on voit juste le nom de Nikki par la mise en scène parce qu'on voit qu'elle écrit aussi un nom de famille mais on ne le voit pas, on l'aura plus tard parce qu'on croise après son mari et on comprend comment elle s'appelle, mais voilà, c'est vraiment l'intérêt du film, c'est de montrer comment Nikki s'est nourrie à la fois de ses traumas et de ses rapports surtout avec les hommes pour comment elle s'est construite en tant que femme, et artiste à une époque où justement il n'y avait pas beaucoup de femmes artistes et dans les années 50 il y avait aussi une 50-60 parce que c'est jusqu'à début 60, il y avait aussi une volonté de vouloir faire autre chose que de la peinture en fait. À ce moment-là c'était la crise de la peinture, on avait passé toutes les formes de déjà le naturalisme n'existait plus, on était à l'art abstrait et même l'art abstrait était en pleine crise, on savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire de nouveau et voilà, donc voilà, c'est comment le film en fait nous montre comment une artiste se cherche et va puiser en elle-même et ça c'est ce qui est plus intéressant dans le film finalement. Oui, parce que je trouve qu'elle se situe aussi dans un... C'est les parties que j'ai bien aimées dans un groupe d'artistes qui a vocation à vivre aussi librement qu'elle. Alors, il y a une chose que j'ai bien aimée dans Nikki, c'est le fait que y ait la thématique principale et qu'elle soit pas du tout occultée, c'est ce qu'elle a traversé dans sa famille, et on y revient souvent, c'est l'inceste. Il y a beaucoup de films cette année qui parlent d'inceste. Je trouve que c'est une bonne chose. Tous les ans, je crois, je dis. Oui, mais cette année, je trouve qu'il y en a plein. Quand je dis il y en a plein, c'est que il y a peut-être 1 ou 2 films par mois qui parlent d'inceste. Il y en a jamais autant eu, et c'est important d'en parler. On est obligé de le dire. Enfin, je veux dire, c'est important d'en parler, mais il y a toujours la manière dont on en parle, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et là, dans Nikki, je trouve que Céline Salette, elle en parle avec une certaine justesse parce qu'elle montre comment Nikki s'est confrontée... Enfin, je ne sais pas à quel point c'est fictif ou pas ce qui est narré, mais disons que dans ce qui est montré, on voit comment elle a été confrontée aux institutions psychiatriques dans une espèce de clinique d'asile privé, comment on a cherché à nier ce qui lui arrivait, et c'est fait sans... je trouve, sans aspect, sans ton qui se veut glauque. En fait, c'est un film qui n'a pas vraiment de... Il y a du drame, mais c'est un film qui essaie d'éviter le ton dramatique à tous les niveaux. Enfin, c'est dur ce dont on parle, mais en termes de registre, je trouve qu'il y a parfois des moments de légèreté et en même temps qu'on n'est pas dans les violences sans arrêt qui font que le film réussit à échapper à quelque chose qui est assez cliché au final. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu dans ce registre-là, quoi. C'est parce qu'il y a une lumière, en fait, au bout du tunnel de Nikki qui arrive à devenir artiste et on comprend l'euphorie, en fait, qu'il la gagne, même si elle est partagée avec de la douleur pendant longtemps. On comprend, d'ailleurs, elle doit quitter... Enfin, elle doit, c'est son choix, évidemment, mais elle sent qu'elle doit quitter sa famille, son couple, pour pouvoir être libre. Alors, on voit que c'est pas aussi facile, puisqu'elle va regretter, elle va rencontrer un homme qui va ensuite la malmener. Elle va vouloir revenir. Et va vouloir revenir, et finalement elle le fait pas et elle va encore se faire violence pour arriver, mais au final à la fin effectivement il y a l'euphorie, d'où le geste où elle tire avec un pistolet, enfin non, un fusil, et elle a une espèce de cri de joie, tu vois, et c'est vrai que t'as raison, c'est un film qui se dépatouille de tout ce qui est un peu glauque dans sa vie pour finalement aller vers quelque chose de bénéfique et de beau, en fait. Mais même de glauque, Morgane, par rapport au traitement des personnages féminins, enfin je vais dire un lieu commun, mais pour moi c'est un beau portrait de femme, parce que quand même c'est pas un personnage si évident que ça. Enfin, on est dans les années 50, 60. Elle est avec un compagnon, ils ont déjà 2 enfants. Elle est à la fois mère au foyer et en même temps, au début, on la voit, elle a été mannequin. Et puis, bon, il faut que...
Enfin, je veux dire, pour qu'elle-même elle puisse progresser, elle sent qu'il faut qu'elle arrête tout ça. Du coup, elle abandonne, comme tu l'as dit, littéralement son mari et ses 2 enfants, ce qui n'est pas évident. Et en fait, le film ne la rattrape pas pour la punir. Et c'est ça que j'aimais, c'est que moi, je suis toujours gênée aux entournures, comme on dit, quand on a des films qui sont qualifiés notamment par la critique de féministes, mais en fait, on voit que le film punit le personnage féminin principal. C'est-à-dire qu'il montre une émancipation, mais le film nous dit toujours oui, mais le personnage peut pas s'émanciper. Ben là, si, en fait, ça se passe, tu vois. C'est-à-dire, alors, elle s'émancipe. C'est pas facile. Elle est pas forcément absolument heureuse. Et en même temps, comment tu veux l'être totalement et pleinement quand il t'est arrivé des choses aussi dramatiques que l'inceste? Enfin, le film pose cette question-là aussi. Il est lucide, effectivement, Julie, t'as raison. Complètement. Mais au moins, il ne punit pas excessivement son personnage. Il ne l'empêtre pas dans des situations absolument affreuses. Hormis quand son amant est violent. Mais je veux dire, elle arrive quand même à s'en sortir. Enfin, ça devient pas, en fait, une caractéristique principale du film. Effectivement. Et ce que j'apprécie par rapport à d'autres films du genre, à d'autres biopics, c'est que le film ne s'arrête pas juste à l'anecdote et il s'est passé ça, c'est pas la page Wikipédia filmée, et il y a un geste aussi de mise en scène par moment en dehors des... Il y a des tentatives. Il y a des tentatives de vouloir animer des moments importants de sa vie, de montrer des choses différemment, sous un angle différent, notamment par le côté un peu ludique, ce qui est en fait propre à son art. En fait, Niki de Saint-Phalle, c'est quand même à la fois un mix entre de l'art novateur et en même temps de l'art très enfantin, et c'est ça qui était assez puissant en fait, et qui allait totalement avec l'époque des années 50-60, comment l'art est reparti vers quelque chose de beaucoup plus enfantin pour évoluer. Et dans ce côté-là, il y a notamment le jeu sur les split screen, où alors à chaque fois il y en a 3 ou 4 je crois dans le film, à chaque fois c'est un peu différent dans la manière de les aborder. Je me souviens de 2 particulièrement, un où il y a un jeu de chat et la souris avec Damien Bonnard. Oui, de chat à la souris, peut-être aussi un peu de cache-cache, parce que Bonnard en fait se cache surtout, qui joue, j'ai oublié son nom, l'artiste Tongeli, je crois, je sais plus, qui est un artiste qui était sculpteur, qui était un disciple de Brancusi. Jean Tinguely, ouais. Tinguely, ouais. Et du coup, il y a ce moment où, en fait, on comprend qu'il y a un jeu aussi amoureux qui se joue. Moi, j'ai adoré son personnage à Damien Bonnard. Oui, complètement. Puis il est très bien joué par Bonnard, par sa bonhomie, sa sympathie. Enfin, tu sens c'est un personnage bon. Et il y a tout ce jeu au début qui est assez joli dans leur rencontre, où en fait ils se cherchent, et à la fin le split screen se réunit en un seul écran. Donc ça, c'était très 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 bien fait. Et l'autre qui est peut-être encore mieux, c'est le moment du trauma. En fait, elle se souvient quand sa belle-mère l'a critiqué, et que son père, alors c'était au moment du dîner, quand il dévore un truc, il est filmé en gros plan à c'est gauche. Le tout premier split screen, non? C'est peut-être le premier. Oui, et oui. Donc à il gauche, m'a marqué celui-là. Ouais, à gauche, il est en train de manger une bouchée, parce qu'il mange. Alors on suppose qu'il y a un malaise, et comment ça se fait que Niki, elle épeint les sexes des statues en rouge. Bon, on comprend que c'est lié à l'inceste qu'elle a subi, et donc le père, lui, comment minimise beaucoup de choses devant la belle-mère, et on le voit manger son repas de manière très très gourmande, et il l'attrape à un morceau, et en fait c'est à ce moment-là, il y a donc à droite, il y a Niki de Saint-Phalle qui est jeune à l'époque, et qui se penche sur sa chaise, et en fait sa tête disparaît du milieu de l'écran, et en fait ça devient la bouchée qu'il avale. En fait il y a tout un truc sur l'ogre, le père ogre, et ça c'est peut-être le meilleur moment en termes de mise en scène du film. Effectivement, le film se dépasse et va chercher quelque chose de plus fort. En tout cas, je trouve, Morgane, sauf si tu as quelque chose à ajouter, que pour un premier essai, c'est plutôt concluant. Moi, j'aimerais bien, tu vois, enfin là, on parle de Céline Sallette, mais j'aimerais bien que des réalisateurs, dans des premiers essais comme ça, fassent des essais comme elle a, enfin, pardon, pas des essais, mais des tentatives comme elle a fait avec, comme ça, les split screen. Je sais pas, enfin, il y a un petit côté un peu... comment dire, un petit grain de folie, tu vois, à travers ces split screens, même si le premier est éminemment sérieux, bien évidemment, comme tu l'as dit, dans ce qu'il montre. Mais voilà, enfin, je veux dire, pour moi, les premiers essais, même s'ils sont jamais parfaits, à partir du moment où ils essaient des choses, j'ai toujours... beaucoup de sympathie pour eux, quoi. Ouais, en tout cas, le biopic, qui est quand même un genre chiant par excellence. Oui, et éculé, et on en voit, on en a revu, il y en a tout le temps, quoi. Au moins, Céline Sallette, elle arrive à s'en sortir, et pour un premier métrage, c'est assez... oui, c'est assez fort. Donc là, on a terminé sur
On va encore parler d'un biopic. C'est ce que j'allais dire sur le premier biopic, le et on va aborder un deuxième biopic, donc The Apprentice de Ali Abbasi. De nouveau sélectionné en compétition officielle à Cannes 2 ans après Holy Spider, Ali Abbasi affirme avec The Apprentice son désir de se départir de ses débuts dans le cinéma de genre nordique. Avec ce biopic sur les premières années de la carrière de magnat de l'immobilier de Donald Trump, le cinéaste d'origine iranienne signe d'ailleurs son premier long-métrage en langue anglaise et tourné aux États-Unis, avec de plus un casting renommé, on va dire, notamment Sebastian Stan dans le de l'ex et peut-être futur président des États-Unis. Ne parle pas de malheur, Morgan. Et la star de Succession, Jeremy Strong. Un passage outre-Atlantique, j'ai du mal avec le terme, outre-Atlantique houleux, vu que le film a fait scandale auprès de Donald Trump et de ses partisans du parti républicain en partie, qui ont cherché à interdire sa sortie en salle américaine. On en parle après le résumé de Julie. Allez, c'est parti. Donc, The Apprentice se déroule durant les premières années de la carrière de Donald Trump et se concentre sur la relation entre ce dernier et Roy Cohn, un avocat véreux républicain et homosexuel dans une Amérique coincée entre récession économique et repli idéologique. Tout un programme. Coup bas, acharnement et post-vérité, dans tous ces domaines, on comprend vite que Trump surpassera bientôt le maître. Et je crois, Morgane, qu'on sent bien mon enthousiasme rien qu'à avoir lu le résumé. Ouais, c'est toi qui l'as écrit, tu l'as récupéré quelque part Non, je l'ai écrit cette fois. Ouais, je me disais, il y avait vraiment une touch Julie Escamille. Tu as reconnu mon style d'écriture? Non, en vrai, j'ai pris... ton goût pour le film, ta joie, en fait. Et pour la polémique aussi, oui. Et pour l'écriture, le style, bref, vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, Ali Abbasi, cinéaste que j'aime et que je n'aime pas forcément. J'ai vu tous ses films. Son premier film, Shelley, c'était pas un super film de genre, ouais, c'était une espèce de thriller psychologique nordique, parce que c'est un cinéaste en fait iranien. Il est né en Iran, mais il a vécu ensuite dans les pays du Nord, notamment le Danemark, je crois. Il a d'ailleurs la nationalité danoise, si je ne me trompe pas. Et donc ce premier film n'était pas fou, et finalement son deuxième film, c'est peut-être son meilleur, c'est Borders ou Border, je sais plus s'il y a un S, qui est un film de loup-garou mais complètement différent, dans un style, je sais pas si vous avez vu Morse de Thomas Alfredson, donc qui est un film de vampire en fait, avec une manière d'aborder le mythe complètement différente, très nordique en soi, avec une espèce de côté, avec beaucoup de recul, avec un côté un peu pas sans rire, ce genre de choses. Et donc Border, pour moi, c'était un très très bon film, sorti en 2018 ou 2019, si je ne me trompe pas. Et Holy Spider, son troisième film. Qu'on a chroniqué dans Arrêt Caméra de mémoire. Oui, il me semble, je ne sais plus. Si, on en a parlé, mais je ne sais plus quel épisode. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, Holy Spider, c'était un thriller sur un tueur en Iran, qu'il n'avait pas pu tourner en Iran, parce qu'il ne peut pas tourner en Iran, il ne peut pas aller en Iran. Donc, il avait tourné dans un pays à côté, limitrophe. Et pour le coup, celui-là m'avait moins emballé. Mais là, je trouve qu'avec The Apprentice, il a trouvé une autre manière de faire, et qui finalement, dans la continuité pure de son cinéma, de filmer des monstres en fait, et de Trump, pourquoi pas, qui est justement peut-être un des monstres ultimes de notre époque. Mais tu vois, Morgane, je trouve qu'il le filme comme un monstre, sans foncièrement ni volontairement le rendre monstrueux. En fait, il est monstrueux par conséquence, mais il montre aussi d'autres choses de Trump. En tout cas, il montre ce que lui croit avoir compris en tant qu'Ali Abbasi de la figure de Donald Trump. Je trouve qu'il essaie en fait de lui donner une certaine complicité, c'est-à-dire que, bon, on sait tous que Donald Trump est un immonde personnage, enfin désolé, moi je le porte pas du tout dans mon cœur, enfin personne, hein. Enfin pourquoi j'ai dit ça, enfin je veux dire, en France c'est un peu notre némésis, mais c'est pas Macron. Non, mais dans le film, disons que Ali Abbasi, en fait, il essaie d'en faire un être humain avant d'en faire un monstre. Mais c'est un être humain qui devient au fur et à mesure monstrueux, parce qu'en fait, il abandonne sans arrêt, comme brique par brique, toutes ses parts d'humanité. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans le film. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est un de mes films préférés de l'année. Voilà, c'est lancé. Mais c'est assez marrant parce que tu parles il montre l'humain, l'humanité qui ensuite s'évapore en fait au contact de cet homme qu'il rencontre, mais alors, aussi de lui-même. Toute proportion gardée, pardon, juste, c'est l'humanité
Le reste d'humanité. Méprise, voilà. Non, mais c'est... Enfin, c'est l'humanité très molle du genou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un bénévole des Restos du Cœur. Hein. Ah non, il était bourgeois déjà de base. Non, mais bien sûr. Voilà, il est né d'une famille qui avait déjà de l'argent. Disons que c'est... alors, je dirais que c'est un type de caractère attentiste. C'est-à-dire qu'au début, en fait, il est neutre, il attend de voir ce qui se passe. C'est-à-dire il a pas vraiment moral, il est ni bon ni mauvais. Et une fois qu'il a compris, il a choisi son camp, en fait. Et voilà. C'est comme ça qu'il devient monstrueux. Complètement. Et c'est assez marrant parce que du coup, on sait que Abbasi, il aime beaucoup Frankenstein. Mary Shelley, justement, le nom de son préfilm c'est Shelley, même si ça n'a pas trop de rapport avec l'histoire de Frankenstein. Mais là, on sent que dans le film, il refait un peu la même histoire, parce que c'est le principe de la personne qui est façonnée par quelqu'un d'autre et qui échappe ensuite à son créateur, on va dire. Mais là, c'est dans le sens inverse. Autant dans la créature de Frankenstein, c'est d'abord un monstre qui ensuite monte de l'humanité, même s'il finit par retomber dans les travers, parce qu'il tue accidentellement une enfant et ensuite il est pourchassé par les gens du village. Là, c'est l'inverse. En fait, il est d'abord humain, mais ensuite il devient un monstre et ensuite finalement il est même plus, c'est même plus qu'il est détesté, parce que regarde, il va finir par être président des États-Unis. Il réussit quand même à méduser les gens, à les rendre partisans de sa façon de penser, et c'est un peu le chemin inverse. Mais il y a une scène assez pivot et en même temps qui arrive très tard dans le film, mais c'est la scène où il se fait une opération du ventre, une liposuction terrible. Et comment on appelle ça C'est presque plus gore que Terrifier 3. Comment on appelle ça, se faire enlever le... J'ai plus le nom, tu sais. Je sais plus, mais... La tonsure, réduire la tonsure. Voilà, réduire la tonsure. Et on voit effectivement, il se fait découper. Et l'autre, c'est une liposuction, je pense. Oui, c'est une liposuction. Et voilà, on est... Ça fait beaucoup penser à la séquence où la créature de Frankenstein se fait créer pièce par pièce, parce qu'on sait que la créature de Frankenstein, c'est des morceaux de plusieurs humains qui sont cousus, et ensuite il y a l'électricité qui vient la faire vivre. Et c'est un peu ça, sauf que là, ça arrive très tard dans le film, mais on est quand même... Il y a des trucs qui relient quand même le cinéma, enfin ce film-là, qui est peut-être le plus réaliste d'Ali Abbasi, parce que encore dans les Spider, il y avait un côté un peu abstrait par moment, dans la scène de nuit, la chasse à l'homme, etc. Et là, on est dans un truc très concret. D'ailleurs, c'est tourné comme un documentaire, un reportage, Julie, mais ça, on en parlera après. Mais voilà, et du coup, il reste quand même de ce côté-là de monstrueux, de fantastique que Ali Abbasi avait fait au départ et continue à évoquer dans son cinéma. En fait, sur le papier, je trouvais au début que c'était un projet un petit peu bancal, parce que moi, j'ai toujours peur des films qui fonctionnent par prolepse. La plupart du temps, c'est raté. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand un film se situe à une époque et a pour but de parler de ce qui se passe plus tard, c'est toujours ridicule, parce qu'on a des personnages qui parlent comme si c'était des sages, des anachorètes ou je ne sais quoi, sortis... des prophètes, dans ne sais quel désert, et qui disent, par exemple... Je vais donner un exemple concret qui peut s'appliquer à beaucoup de films, mais du genre, on a un film où, disons, les femmes sont malmenées et il va y avoir un personnage qui va lancer un sibyllin... mais vous verrez plus tard, les femmes seront l'avenir de l'homme. Bon, c'est ridicule, ce genre de choses. Et là, le film aurait pu être comme ça, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui veut parler de ce que sont à l'heure actuelle les États-Unis et qui veut parler de ce qu'est à l'heure actuelle Donald Trump, en parlant du Donald Trump d'il y a 40 ans. Donc on aurait pu comme ça avoir un côté anticipation qui tombe à plat, qui raconte finalement pas grand-chose qu'on ne sait pas déjà. Et en fait, ça tient principalement... pour une raison, déjà, c'est que c'est un film d'acteurs. Enfin, comme les acteurs, les deux principaux acteurs, disons, donc il y a Sébastien Stan qui joue Donald Trump et Roy Cohn, c'est Jeremy Strong. Ouais. Comme les deux acteurs sont très forts et ont une certaine carrure, un certain charisme, qu'ils insufflent dans une certaine suffisance pour incarner leur personnage, enfin, on est fasciné, on est scotché. Et donc oui, à chaque fois, on se dit, mais c'est marrant, ce que là, il dit... on dirait que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais ça n'en demeure pas moins fascinant, parce qu'il y a comme ça ce jeu total de Abbasi avec un certain cynisme que pour moi il y avait dans Holy Spider, c'est-à-dire que Abbasi il l'a jamais fait dans la dentelle, et là il va quelque part encore plus loin, et le film est clairement cynique parce que il montre un pays qui, en fait, a besoin d'icônes, et peu importe que l'icône elle soit positive ou négative, il lui faut des icônes, parce qu'on est aux États-Unis et que les États-Unis, voilà, enfin c'est comme ça, ils peuvent pas se passer d'icônes, enfin je veux dire. Et par rapport à ça,
enfin, ça donne, j'ai trouvé un regard assez remarquable sur les États-Unis, sur ce que c'est les États-Unis vus de l'extérieur et pas de l'intérieur. J'ai lu aussi au passage, Morgane, qu'il y avait apparemment de l'improvisation de la part des comédiens. Ah bah, ça m'étonne pas, tiens. Voilà, ça m'étonne pas non plus, mais je trouve ça extraordinaire parce que c'est tellement... Enfin, pour moi, c'est tellement bien fait, c'est tellement jouissif et c'est très drôle aussi. Enfin, je veux dire, il y a des moments dans l'horreur, ça provoque une espèce d'hilarité incontrôlée et en fait, on a besoin de rire de ça. Dans le sens où moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait non pas, disons... Enfin, pas que caricaturer, on va dire, les puissants, les méchants, mais aussi se moquer. Se moquer des dictateurs, se moquer des politiques véreux. Enfin, il faut pas rigoler avec, il faut rigoler contre. Et là, c'est ce qui se passe dans ce film. On rigole contre avec Abbasi, et je trouve que par rapport à ça, le projet est totalement réussi. Ah oui, je vois pas à quel moment on peut dire que le film, on rigole avec Trump, parce que... Non, mais il y en a que tu vois qui pourraient le trouver complaisant, c'est-à-dire dire pourquoi montrer une face humaine chez Donald Trump, bon, comme si tout être humain n'avait pas de face humaine. Je ne vais pas faire point Godwin, mais tu as compris ce que je voulais dire. On parle de face humaine, mais on montre déjà le personnage comme quelqu'un de très ambitieux, qui veut écraser les autres et qui s'acoquine avec le diable, en fait, d'une certaine manière. Et là où le film, je trouve, est aussi très juste, c'est qu'on montre que tout ça n'a été possible que parce que Donald Trump est tombon blanc, blond. Bien évidemment. Voilà. Mais tu vois, ça aussi, le film, quelque part, par rapport à ça, vient écorner le côté Make America Great Again et le mythe du self-made man, parce qu'il dit oui, self-made man, mais que pour une certaine catégorie de personnes. En fait, t'es self-made man, mais il faut quand même que t'aies des bases financières assez voilà. élevées. Et le film insiste vraiment dessus. C'est sûr qu'il ne montre pas un personnage, ce qui n'était pas Trump, mais un personnage qui vient de la rue et qui... c'est le rêve américain, mais biaisé, en fait, dès le départ. Et le film, effectivement, il y a un côté un peu flic show entre les deux acteurs qui se... En fait, au début, il y a cette relation père-fils, mais ensuite c'est concurrence, et ça se voit aussi dans le jeu d'acteurs où il y en a un qui va faire le plus que l'autre, et c'est assez marrant parce que c'est pas une compétition entre les acteurs, évidemment, parce que tu sens qu'ils sont très complices, etc. Mais il y a vraiment ce côté avec celui qui va faire les mimiques et les plus monstrueuses sur il y a une surenchère qui, je trouve, est bénéfique au film, parce que comme le film s'appelle The Apprentice et que c'est en référence à la fameuse télé-réalité de Donald Trump, où je crois il cherchait à embaucher des gens pour son entreprise, et qu'il y avait un mème ou je ne sais quoi, enfin en tout cas une phrase célèbre de ce show, voilà, tu es viré. Comme je le disais, en référence à cette télé-réalité-là, que le film est une tête de télé-réalité, bah, pour moi, ça s'inscrit dans la cohérence de son projet. Ouais, voilà, c'est assez remarquable de la part d'Ali Abbasi d'avoir adopté cette forme de mise en scène qui piège un peu le film aussi par moment, parce que le film a du mal à sortir de ce concept. Il y a très peu de scènes qui fonctionnent en dehors du jeu d'acteur, en fait. Tu sens que dès qu'un acteur ne parle pas, ne fait pas quelque chose, bah, le film il est assez vide. Enfin, désolé, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je peux comprendre. Après, Morgane, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher d'être fascinée par la manière, on peut parler, si tu es d'accord, de la forme qui est différente des années 70 et 80. 80, c'est filmé façon VHS, et 70, c'est de la pellicule, je sais plus exactement quoi. Ah oui, tu confirmes ça, il y a eu un choix de la part de... C'est sûr et certain. Après, je sais plus exactement... Il a utilisé les voilà, 16 mm. J'ai failli dire 35, mais c'est 16 mm. C'était 16 dans les années 70 et après vidéo. Exactement. D'accord. Et j'ai pas pu m'empêcher de ça se voit, c'est vrai. Alors, je sais, tu vas dire que c'est perché, mais pour moi, il y a un côté fan footage, en fait. Ah, mais complètement. Tu me rassures, parce que j'ai vraiment pensé ça devant, c'est-à-dire je me suis dit, mais ça me rappelle des found footage, notamment Blair Witch et tout. Alors, c'est pas du tout le même registre, tout ça, mais c'est là où tu as raison en parlant de Frankenstein, c'est que The Apprentice, c'est un film d'horreur qui dit pas son nom parce qu'on voit l'horreur sans que ce soit de l'horreur. C'est aussi un film qui nous fait croire au reportage télévisuel alors que c'est de la pure fiction. Enfin, je veux dire, il a insisté, on parle de biopic par abus de langage, mais disons que dans la catégorie des biopics, The Apprentice, c'est encore plus une fiction que d'autres biopics. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est, si on peut parler d'effet Wikipédia dans des biopics, on est dans l'effet totalement inverse, parce que les scènes, les dialogues et autres, comme c'est improvisé, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que le film est peut-être plus Wikipédia dans le fond, enfin, je veux dire, dans le fait de
c'est des chroniques, c'est les chroniques en fait. T'as l'impression de suivre chaque moment important de la success story de Trump, comment il est devenu la personne qu'il est devenu, le milliardaire, et aussi les histoires qu'il a eu à côté, le fait qu'il ait humilié le maire de New York à l'époque, etc. C'est sa relation amoureuse, c'est aussi ses relations extra-conjugales, etc. Et en même temps, par l'adoption en fait de cette mise en scène, etc. Le film s'en éloigne complètement, et c'est là où on est plus du tout dans du cinéma académique, ça c'est clair. Et c'est paradoxal parce que sur le fond, c'est quand même une succession en fait d'anecdotes sur qui était Trump, sur ce qu'il est devenu, sur ses préceptes aussi, ces 4 préceptes, je crois qu'il a repris de l'avocat Roy Cohn. Et le film est très bien réussi à ce niveau-là, c'est clair. On en a terminé avec The Apprentice. On passe au cinéma français avec un des meilleurs films de l'année, je pense. Enfin, on va détailler pourquoi. Tu peux le dire dès maintenant. Allez, j'annonce. Miséricorde de Alain Guiraudy. Scandaleusement mis en hors compétition au Festival de Cannes, Miséricorde est le 7e film de Alain Guiraudy, qui, en plus d'être réalisateur, est aussi scénariste et écrivain. Morgane, tu as déjà lu un livre écrit par Alain Guiraudy ou pas ? Non, jamais. Son film le plus connu reste à ce jour L'Inconnu du lac, qui, pour les plus vieux parmi vous, se rappelleront du scandale que le film a créé pour son affiche en 2013, retirée de Versailles afin de ne point froisser la population. Morgane, en tant qu'ex-Versaillais, veux-tu nous raconter une anecdote ? Ouais, non, mais je l'ai vécu de l'intérieur, on va dire. J'habitais encore à Versailles à l'époque. Dis, c'était comment ? C'était absurde, comme tout ce qui a trait à la censure, notamment à Versailles, qui on est habitué. Enfin, la censure, c'est dès qu'il y a quelque chose qui montre une relation homo, lesbienne, enfin ce genre de relation, quoi. Et c'est tout de suite choquant. Je me souviens aussi il me semble que c'était il y a quelques années, pour les 5 ans peut-être, ou les 10 ans. Non, c'était peut-être les 5 ans de La vie d'Adèle. Ils avaient empêché la projection du film. Ah, ils avaient fait pareil ? Ouais, c'est super. On comprend donc pourquoi Morgane a quitté Versailles pour ne plus jamais y retourner. Alain Guiraudy est-il toujours aussi subversif ? On en parle après ton résumé. Oui. Jérémy revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine, sa veuve. Cependant, entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue. Alors, j'ai un peu annoncé la couleur en disant que c'était un des meilleurs films de l'année, mais pour entrer donc plus dans le détail, je considère d'ores et déjà que c'est l'un des films, sinon le film le plus érotique de l'année. C'est-à-dire que quand on y repense avec le recul, dans Miséricorde, il n'y a absolument aucune scène de sexe, aucun baiser, mais quasi toutes les scènes ont, une portée érotique. Oui, c'est ça, une portée érotique ou cache un jeu de non-dit. Enfin voilà, en fait, il y a une... Je sais pas comment, il a réussi quelque chose, Alain Guiraudy, dans le sens où à chaque fois, il y a des dialogues et il y a des allusions aussi sexuelles et il y a aussi des tentatives d'entreprendre. Mais c'est un film Miséricorde, je trouve aussi sur l'impuissance, je vais dire quelque chose de grandiloquent, mais l'impuissance pour les êtres de parvenir à se trouver sur la même longueur d'onde et de s'aimer mutuellement, réciproquement. Parce qu'à chaque fois, on pourrait tracer un schéma, c'est-à-dire que il y a par exemple le curé qui aime un personnage, mais ce personnage, lui, il n'est pas attiré par lui, il est attiré par un autre. Et l'autre personnage, en fait, il est attiré par personne. Et au passage, il y en a un autre qui aime pas tout ce qui se joue là. Je parle pour ceux qui l'auraient pas vu éventuellement, même si je suppose que la plupart de ceux qui vont nous écouter l'ont vu. Mais en ça, pour moi, c'est un film assez génial parce qu'il y a là-dedans un concept que j'aime beaucoup. En fait, Julie, c'est que tu as touché du doigt quelque chose dont j'allais évoquer. En fait, si le film est si érotique, c'est que y a un dispositif de mise en scène qui était déjà présent dans L'Inconnu du lac, mais de manière encore plus poussée. C'est que le film est constitué que de points de vue désirants, en fait. Et pourtant, on voit des gens nus. Oui, mais que des points de vue désirants, on a l'impression que tout le monde désire tout le monde,
pas tout le monde en soi. L'objet principal du désir, ça reste quand même Jérémy, mais on sent que le désir circule et tout est une question de point de vue à chaque fois. Chaque fois que le personnage de Jérémy fait quelque chose, il est surveillé par quelqu'un. Alors on pourrait dire parce que quelqu'un fait attention à ce qu'il fait dans une idée peut-être de lui nuire, enfin on ne sait pas, tu vois. Alors, je fais une petite aparté par rapport à ça, Morgane. Pour moi, cette surveillance, c'est quelque part le prolongement de ce qui se passe dans des villages comme celui de Sauclière où a été tourné Miséricorde. Ah non, mais bien sûr, mais je le vois comme cette idée-là. Bien sûr, quoi. L'idée de départ, c'est, et c'est bien montré par le voisin, au bout d'un moment, tu sais, il se cache pour écouter à côté de la fenêtre ce qui est en train de se dire sur lui, et il y a quelqu'un qui le regarde. Lui, je suppose qu'en soi, il n'est pas soumis à ce regard désirant, mais globalement, tous les personnages, et même le policier qui vient l'interroger dans son sommeil, dans son lit, il y a une forme de désir aussi, et tout le film est comme ça, et ça devient tellement absurde qu'on finit par forcément éclater de rire à partir d'une heure de film, parce qu'il fait 1h40, lorsque le film, l'étau se resserre autour du personnage principal, puisqu'il a commis un acte criminel. Les situations se succèdent au point où ça devient en fait le réalisme s'évapore pour n'être plus qu'une espèce d'histoire érotique sans queue ni tête, et aussi si justement avec des queues et des têtes, mais ça fait une mauvaise blague. À tel point que Guy Roddy, je trouve, flirte parfois avec le fantastique. Alors tout est réel, c'est-à-dire ce qui se passe dans le film est absolument réel, ce sont des événements qui arrivent, mais là où, par exemple, on a à certains instants l'impression qu'on voit un cauchemar, non, ça se passe vraiment. Et bref, là, je donne un exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que le film regorge de trouvailles, que ce soit du côté du scénario, que ce soit en termes de géographie. Je veux dire, c'est un territoire qu'on a vu dans des films, mais pas tant que ça, en fait. Parce que j'ai cherché un petit peu où c'était... Oui, donc c'est à Sauclière que ça a été tourné. Et alors, c'est... C'est pas loin de la ville de Millau. En fait, c'est à mi-chemin. C'est dans l'arrière-pays cévenol. C'est à mi-chemin entre Millau, derrière, et Montpellier. D'accord. En hauteur, et un peu Toulouse aussi. C'est dans c'est l'Aveyron, non, aussi, non? Oui, voilà, c'est ça, c'est l'Aveyron. Donc c'est pas loin de la Lozère. Ce sont des coins qui se ressemblent. Qui sont des coins assez paumés, faut l'admettre. Ah, mais complètement. Et le film, en dehors du désir sexuel, il parle aussi de ça. Je veux dire, il parle de territoires complètement abandonnés où, littéralement, il n'y a plus que 5 ou 6 habitants et un curé, à tel point qu'ils sont toujours tous ensemble à manger... dans la maison principale, qui est la maison du boulanger, qui apparaît comme une espèce de maison du maire par substitution. On dirait qu'il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il n'y a pas de maire, on ne le voit pas dans le film, et on pourrait supposer que... Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que on va dire... ce sont, pour parler comme un politique, des territoires de la République déserts. C'est ça. Et d'autant plus que tu parlais, il y a un curé, mais le curé, c'est pas que le curé de la ville, c'est aussi le curé de tous les bleds d'alentour. C'est un curé qui est ubérisé. Voilà, il est ubérisé. Il fait plusieurs patelins, en fait, parce qu'ils n'ont pas de curé. Et c'est comme l'histoire de la boulangerie qui pourrait éventuellement reprendre. Mais on lui dit, de toute façon, plus personne n'achète son pain en boulangerie. Tout le monde l'achète quand il va faire ses courses. Et puis, il faut voir, Morgane, comment il se déplace dans le film. C'est soit à pied, soit en voiture. Il n'y a aucun transport en commun. C'est vraiment désert, quoi. Non, bien sûr. Et ce qui fait que du coup, c'est assez absurde. Enfin, il y a un moment où le personnage de Jérémy n'est pas véhiculé. Et ça a un rapport en fait sur un passage du film, parce qu'il revient de Millau à pied, et ça a une durée, et il y a une discussion entre les deux gendarmes qui essaient de savoir la version si elle est bonne ou pas de la version de Jérémy, et lui, l'homme, parce qu'ils sont deux gendarmes, un homme et une femme, l'homme dit oui, c'est 4 heures pour revenir à pied, et la femme fait oh non, au moins 5 heures, et encore, et c'est assez marrant de voir que du coup on compte les durées soit en voiture, donc en véhicule, parce qu'on dit oui, la voiture pour faire le tour des patelins ça met qu'1 heure, et en vrai peut-être plus parce que c'est des petites routes, et aussi on compte à pied, mais il n'y a pas c'est vrai que c'est exclu complètement les véhicules de transport. Complètement, on sent que ce sont des matières de réflexion inépuisables parmi eux, mais qui nous passent complètement au-dessus, vu qu'on ne vit pas du tout dans la même configuration. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi qui est toujours intéressant avec du cinéma, c'est que au hasard, quand on voit un film japonais,
potentiellement on peut plus l'apprécier parce qu'il se déroule au Japon et que du coup ça a quelque chose d'exotique. Bah, moi, j'ai beau venir de cette région-là, pour moi, ça a aussi quelque chose d'exotique, Miséricorde, parce que ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, j'ai beau venir de cette région-là, mais je connais pas ce que c'est la vie dans les villages, etc. Et c'est assez fascinant parce que Guiraudy, de chaque élément, il en fait quelque chose. Donc là, par exemple, le fait qu'ils soient éloignés de tout, mais pour se faire à manger, ils font quoi? Ça va être les œufs à la ferme qu'on va pas voir, certes, mais ça va être aussi les champignons. Et les champignons, ils vont les chercher eux-mêmes, forcément. Ils vont pas les acheter au magasin. Il n'y a pas de transport, donc ça a une incidence ensuite sur le déroulement des faits, alors que le rôle principal est incriminé dans une affaire criminelle. Et tout est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est quand même un film assez malin dans le sens où rien n'est vain, il n'y a pas vraiment d'angle mort, enfin, c'est assez poli, quoi. Et par rapport à l'exotisme, peut-être pour nous, mais en fait, ce qui est fort en fait dans le film, c'est que c'est pas vraiment non plus de l'exotisme. On sait que Alain Guiraudy connaît le territoire parce qu'il a grandi, il est né dans ce territoire en fait. Il le filme aussi comme quelque chose qu'il a vécu en fait. En fait, ça l'est pour nous via notamment les accents. Et je dis ça, moi je suis très contente d'entendre des accents différents parce que vous le savez tous, depuis que je fais Arrêt Caméra, j'ai moi-même l'accent du coin. Voilà, c'est ça. T'es peut-être pas très loin en fait de c'est quasiment le même accent en vrai. Oui, c'est ça. Et il y a des personnages qui ont des accents plus forts que d'autres. Notamment, le personnage de Catherine Fro n'en a pas, mais c'est Catherine Fro aussi. Et c'est très bien qu'il ne le fasse pas jouer avec un accent. Je suis d'accord. Mais il y en a qui en ont. Walter, il est extraordinaire. Voilà, le personnage de Walter a un accent très prononcé. Mais effectivement, voilà, c'est cette manière d'aborder le territoire qui est très important dans le film. Et d'ailleurs, le film tourne autour de quelques lieux en soi. Il y a pas, tu l'as dit, il y a la maison de comment elle s'appelle, Martine, la veuve qui accueille tout le monde chez elle visiblement. Il y a la maison de Walter qu'on voit de temps en temps puisque Jérémy désire Walter. Il y a qui arrive assez tardivement. C'est réduit même à une chambre. C'est la maison du prêtre. Oui, qui jouxte la paroisse. Et on voit aussi un peu l'église. Et il me semble juste la forêt ensuite. La forêt qui Emilio un peu, mais vraiment de manière très brève. Ouais, très brève. Et la forêt qui est à la fois dense, luxuriante et en même temps qui recèle quelque chose d'assez à la fois érotique. Et notamment l'idée des champignons qui poussent sur le corps de quelqu'un qui est mort, c'est à la fois une évocation de la mort, mais aussi quelque chose d'organique, quelque chose qui peut se rapporter au sexuel. C'est fascinante à la fois. D'où le fameux Eros et Thanatos, mais c'est vrai que là-dessus, on n'est pas si éloigné de ça, dans l'idée d'un lieu où se joue à la fois quelque chose de mortel et de violent. D'un jeu entre l'amour, la mort et le désir. Il y a aussi la forêt, moi j'ai trouvé, Morgane, qu'elle avait un aspect assez fantastique dans le sens où il y a des moments, et ça c'est grâce à la photo de Claire Maton qui est extraordinaire. Qu'il faut bien mentionner, Julie, tu fais bien. Dans le sens où cette forêt-là, on dirait des enfers en fait, dans son brouillard, dans ce qu'elle dégage. Et tout le temps humide aussi. C'est ça. Et je pense que c'est aussi parce que Guiraudy a filmé au bon moment, mais je veux dire, c'est que ce qui s'en dégage est à la fois impressionnant, inquiétant, et puis on a l'impression que absolument tout peut arriver, et il s'y passe des choses. Je veux dire, il y a des gens donc qui y meurent, il y a des gens qui menacent d'y mourir, de se suicider. Enfin, c'est un film qui montre à peine de la violence, mais qui en soi est extrêmement violent sur ce qu'il raconte. Parce qu'au final, ce qui s'y passe, c'est une espèce d'enchaînement de faits concomitants les uns aux autres, mais on a l'impression que chacun des personnages se laisse dépasser. Et au final, l'acmé de tout ça, c'est le curé qui, avec, on va dire, sa philosophie toute personnelle, semble d'abord sérieux, mais ensuite raconte tellement n'importe quoi qu'on est obligé de rigoler. On rigole, mais en même temps, il y a une espèce de... Ouais, il y a quand même un côté philosophe chez lui qui est assez marrant, parce que c'est un personnage d'ailleurs de pieux, donc déjà il va à l'encontre de ce qu'on pourrait attendre de ce personnage, parce qu'il est déjà il désire Jérémy, donc il est plein de contradictions, c'est-à-dire qu'il y a des choses chez ce curé qui font appel à la religion chrétienne, donc en tant que catholique,
Et en même temps, il y a des choses qui, pour moi, se rapprochent du taoïsme, c'est-à-dire en gros rester sans rien faire. Mais paradoxalement, il exige en épicurien de l'attention de la part de Jérémy. Plein de choses à la fois, Voilà, c'est ça, un tout petit peu. Enfin, il est à la fois tout et rien du tout. Enfin, et pétri de paradoxes, il est éminemment humain. Voilà, c'est ça, c'est un personnage complètement typique du cinéma de Guy Roddy, ces personnages qui sont insaisissables et qui à la fois sont très réalistes en fait dans leur manière de... Enfin, je veux dire, Jacques Dévelé, je suis pas sûr de l'avoir déjà vu quelque part, je me demande si c'est un acteur en fait, parce que c'est souvent Guy Roddy prend des acteurs amateurs dans ses films et qui fait jouer avec des acteurs professionnels et on est dans une forme de concret, de quelque chose de très réel. Alors, je vois, Morgane, qu'il a été crédité dans d'autres films français, plusieurs, mais je n'ai aucun souvenir de lui. Ah bah lui, tu vois, je me suis trompé, mais il dégage un truc à la fois très France 3. C'est vrai, mais même de manière générale, je trouve, Miséricorde dégage une image de téléfilm France 3 Occitanie, mais alors génial, c'est-à-dire comme un coup de génie qu'on verrait un soir à 10h, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça tout le temps, le cinéma de Guy Roddy, c'est ça qui est fort chez lui, ce qui fait que pour moi c'est peut-être le plus grand cinéaste français des dernières années. Ah, carrément. Ouais, je trouve depuis 20 ans, en vrai, j'adore son cinéma. Et c'est vrai qu'il flirte toujours avec le côté... cinéma qu'on peut regarder le dimanche soir sur France 3. Enfin, ce n'est même pas du cinéma, du coup, c'est plutôt comment ça s'appelle, Capitaine Marlowe, les trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est un film aussi susceptible de plaire à des gens qui regardent des téléfilms et qui ne vont pas forcément au cinéma, tu vois. Bah, effectivement, après, il faudrait voir, parce que je sais qu'à Paris, ça a l'air de marcher, mais est-ce qu'en région, ça marche? Et j'en suis pas certaine. Moi, je crois qu'on a terminé sur Miséricorde. En tout cas, pour nous, c'est un coup de cœur. C'est fait partie de nos films préférés de l'année. Qu'on a vu 2 fois d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on l'a vu 2 fois. Ouais, on l'a vu une fois il y a quelques mois. Un plaisir renouvelé. Voilà, après Cannes, qui passait dans les avant-premières. Puis on s'est dit, à l'approche du podcast, qu'on allait le revoir avec plaisir. Et le plaisir est intact, je crois. Toi aussi, Julie, tu es d'accord. On trouve le film toujours aussi bien. Et on va terminer cet épisode avec... on change de registre, on revient à l'horreur comme tu l'avais dit en introduction, pour boucler la boucle avec Smile 2 de Parker Finn. Succès surprise au box-office américain en 2022, Smile lançait sur de bons rails à la fois la carrière de réalisateur de Parker Finn, qui signait alors son premier long métrage. C'était son premier ? Exactement. Et le projet de la Paramount d'investir de plus en plus dans le cinéma d'horreur. Avec Smile 2, le cinéaste pousse le concept de son premier film plus loin, avec un budget un peu plus confortable, 28 millions de dollars, et un cadre à la fois plus gros et plus ambitieux. Stop ou encore, on voit ça après le résumé de Julie. Alors, à l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la vedette de la pop Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants que inexplicables. Des individus lui sourient spontanément, forcément, et surtout, elle expérimente de plus en plus des hallucinations visuelles et auditives qui se transforment en de véritables cauchemars. Alors, Smile 2, c'était un film que j'attendais particulièrement, parce que le premier m'avait plutôt plu, hein, malgré quelques défauts. C'était pas parfait, mais au moins ça avait le mérite de... C'était original, c'était sympa. Ouais, et puis d'avoir une certaine vision de cinéaste. Parker Finn, je le connaissais pas, il avait fait que ce long métrage. Des courts métrages, je n'avais pas vu, mais voilà. Et donc je découvrais un cinéaste à travers Smile. Et contrairement à ce que certains ont pu dire, notamment que c'était un espèce de plagiat peut-être de film qui reprenait la formule en tout cas de It Follows, c'est-à-dire personnage qui est suivi par une espèce d'entité qui doit s'en sortir et qui a une espèce de malédiction qui plane sur lui. Je trouvais qu'il s'en dépatouillait déjà même dans le sujet même de Smile. C'était quand même des personnages qui sont les cibles particulières de cette malédiction sont des gens qui sont déprimés, qui sont en dépression. C'est un concept, enfin c'est des films, tu vas sûrement en parler, mais sur la maladie mentale. Voilà, c'est ça. On quitte le sexuel et qui était dans It Follows pour quelque chose de la maladie mentale, l'anxiété,
le post-traumatique, etc. Les tentatives de suicide aussi. Et le film allait vraiment au bout de son idée. Et Smile 2, c'est la même chose, mais en beaucoup plus, comme je l'ai dit dans mon introduction, ambitieux et finalement en plus gros et avec beaucoup plus d'effets. Et aussi, l'idée de porter ça sur le milieu du Star System, c'est très malin. Je suppose que tu es d'accord, Julie. Si, en fait, il y a une difficulté avec donc là, la série de films Smile, le premier comme le second, c'est le fait de croire ou de considérer que ce sont des films qui sont absolument inutiles parce qu'on sait d'emblée que le personnage principal ne va pas survivre. Enfin, on le sait, je veux dire, on va me dire que je c'est pas montré à l'image, Julie, mais effectivement, tu sais qu'il y a une espèce de fatalité qui s'abat à partir du moment où le personnage est inéluctable. Il est maudit. Tu sais que c'est mal barré pour lui, quoi. Voilà, exactement. Et quand on dit mal barré, bon, du coup, comme on sait que le personnage va forcément mourir, enfin, je veux dire, autant le dire, il y a quand même un intérêt au film, et l'intérêt, il est double. Premièrement, l'intérêt, c'est de voir comment il va essayer de se débattre contre son destin. Son destin, il ne peut pas le changer. Le personnage croit qu'il peut le changer, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Deuxièmement, et là, c'est ce qui distingue les deux films, c'est que quelque part, cette histoire-là de quelqu'un qui ne peut pas lutter contre son destin, elle est différente en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Dans le premier, c'était quelque part plus intimiste parce que c'était plus sur la famille nucléaire, sur, voilà, on va dire, il y avait aussi de la banlieue américaine, etc. Oui, on n'était pas dans la mégalopole qui est New York déjà, voilà. Et pas un personnage qui était confronté à des obligations professionnelles aussi fortes et aussi à une personnalité publique que n'a pas le personnage dans le premier. C'est ça, c'est-à-dire que là, on est avec une pop star qui est bien moins libre de mouvement que dans le premier film. Alors, on nous dit dans le film qu'elle est moins libre de mouvement parce qu'elle a eu un accident de la route assez grave, parce qu'elle a eu des problèmes d'addiction, mais on comprend très vite que tout ça n'est qu'un prétexte pour que son entourage ait la main mise sur elle afin de, en vrai, lui extorquer de l'argent. C'est de la vampirisation. De vivre à ses dépens. Donc, en fait, là où le film est, je trouve, très sombre, sans que ce soit une critique de ma part, c'est que au final, le concept Smile ne vient que entériner une situation qui était vouée à, quoi qu'on en pense, mal se finir. C'est-à-dire que même si elle n'avait pas été, j'ai envie de parler de contagion, mais non, on va dire, même si elle n'avait pas été hantée par cette entité-là, oui, tu peux parler de possession. Ouais. Oui, voilà, possédée, merci Morgane, tout porte à croire qu'elle se serait certainement suicidée. C'est juste que là, ça permet de le mettre en exergue et que ça devient, du coup, bien plus trash et gore. Parce que ça, on va en parler, c'est un film qui est plus gore que de l'horreur jumpscare, même s'il y en a. En fait, c'est un peu la surprise de cet épisode, c'est que autant le 1, il y avait pas trop, il y avait des effets visuels, notamment le monstre qui apparaît à la fin, un personnage qui se coupe aussi la gorge, mais c'était quand même coupé par le montage. Cette fois, Parker Finn, je pense qu'il a un peu plus de liberté et il a voulu faire quelque chose de différent. Voilà, il voulait faire quelque chose de beaucoup plus choquant et gore. Et en fait, le film, autant le premier, on pouvait avoir l'impression qu'il se fondait beaucoup sur le système du jumpscare, mais moi je trouve que c'était des jumpscares qui étaient très bien foutus, mine de rien. Il y a les mauvais et les bons jumpscares, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre émission. Non, mais c'est vrai. J'aime pas les jumpscares, mais je suis d'accord avec toi, Morgane. Il y a les jumpscares gratos, Julie, t'es d'accord, qui apparaissent comme ça, genre ah ok. Et les jumpscares où il y a toute une mise en scène avec une tension, et ça arrive, et tu t'y attends quand même, mais tu vas quand même avoir peur parce que t'as quand même le truc. Alors, pour l'anecdote, Morgane, je tiens à le dire à l'oral, moi j'ai été terrorisée à un jumpscare, je ne sais plus lequel, parce que nous étions au cinéma et en fait c'est pas à l'écran que l'actrice a hurlé, mais ça a hurlé derrière nous et j'ai eu une des pires frousses de ma vie, j'ai cru qu'il se passait je ne sais quoi, enfin, oui. On en a beaucoup rigolé, mais c'était assez traumatisant. Oui, il y a une spectatrice qui a hurlé derrière nous, plus que le personnage du film. Et donc du coup, oui, le jumpscare finalement là, il y en a quelques-uns évidemment, il y en a une douzaine si on peut faire, j'ai pas fait les comptes. Mais qui en 2 heures, ça va. Voilà, 2h10 même, qui est long pour un film d'horreur, mais le film est assez bien équilibré, je trouve. Et donc non, là, il y a aussi beaucoup de scènes qui passent par en fait le gore, notamment une scène
si, la scène d'intro en soi est gore, mais je pensais notamment la scène d'intro est très gore avec le personnage qui se fait poigner devant son frère. Enfin, c'est assez gore. Mais on rappelle juste que le film est interdit, Morgane, au moins de 16 ans. Mais effectivement, là c'est justifié. Je pensais à la scène quand elle va vivre son trauma et être possédée, le type qui se frappe le crâne avec un poids, et tout est fait en fait devant nous quasi en temps réel. Il n'y a pas de coupe quasiment, sauf un jeu de chant contre chant avec le personnage principal, mais du coup on voit le visage se décomposer au fur et à mesure, et après le personnage tombe et s'effondre, et c'est une des scènes gore où la mère aussi qui se fait trucider, et ça fonctionne bien. Je trouve que ça joue entre il y a de la variation. Il y a aussi cette séquence, tu te souviens, avec les personnages qui sont en pause. Elle se retourne, c'est un peu le jeu du 1, 2, 3 soleil, tu sais. Oui, quand elle est dans sa suite, en fait, oui. À l'hôtel, et qu'on a cette danseur qui la poursuive. Voilà. C'est à la fois gore, marrant, original et sympa. Et terrifiant. Oui, parce qu'en fait, ça joue sur le côté statique. Alors c'est là aussi, ça vient contredire ce qu'on dit d'It Follows. Les personnages dans Smile, finalement, sont assez statiques. Les entités, les visions des personnages sont assez statiques, ou agissent différemment. Elles vont... En fait, il n'y a pas tant de mouvement dans ce que la personne voit que dans ce qu'elle fait elle pendant qu'elle croit... qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est aux prises avec des hallucinations visuelles et auditives. Parce que c'est pas tant autour d'elle que ça change que d'un coup elle se réveille et c'est elle en fait qui fait des choses. Voilà, c'est ça. D'autant plus que les entités sont souvent statiques face à elle, parce qu'en fait le sourire figé, ça fait encore plus peur que quand t'es un personnage qui s'approche vers toi et qui sourit. Bon, ça fait peur, mais c'est beaucoup plus flippant. Et il y a aussi l'idée que le personnage hallucine, et il y a des pans entiers du film qui sont en fait des pans hallucinés, alors mais c'est assez malin quand même. Moi je me suis douté au bout d'un moment qu'un des personnages était un produit de son... Et en même temps, Morgane, j'ai trouvé parfois que c'était tellement long, ce qui là encore n'est pas une critique, parce que c'est un choix de mise en scène qui se justifie, qu'il y a des moments où je me suis dit mais c'est forcément vrai, parce que l'hallucination dure depuis un certain temps. Et en fait, non, pas du tout. C'est bien ce à quoi on pensait. Donc, c'est vrai que au niveau de la réalisation, on est baladé entre le vrai, le faux, et c'est plutôt bien fait, je trouve. Et il se permet un truc quand même, Parker Finn, c'est qu'au bout de 30 minutes du film, en fait, tout devient faux, en fait, au bout de 30 minutes du film, quasiment. Oui. Presque, en tout cas. Et il y a tout un pan de toute l'intrigue qui, en fait, est un produit de l'esprit du personnage. Et c'est quand même assez original, même s'il y a des indices qui te font penser qu'en fait, effectivement, tout au long, en fait, elle a halluciné. Mais voilà, je trouve ça assez fort, notamment pour un film d'horreur qui... C'est du vrai cinéma. Qui est produit par un studio. Alors, on critique souvent le cinéma d'horreur. On dit que le cinéma d'horreur de studios, c'est beaucoup d'effets de manches connus, etc. Je trouve que Parker Finn, il est quand même là pour... Il s'en sort. Pour montrer qu'il y a du talent et du talent à revendre, et c'est bien qu'on propose à des cinéastes qui n'ont pas d'expérience de faire ça. Et je pense aussi à un autre, Zach Krieger. Bon, toi tu n'as pas trop aimé Barbarian, mais je trouve que pareil, Zach Krieger, c'était son premier long métrage. J'attends beaucoup son prochain. C'est produit aussi par une major, et voilà, il y a de l'argent, il y a des gens qui sont là pour proposer des trucs ambitieux, et on sort enfin peut-être du délire, genre il y a l'éveil dehors d'un côté et le cinéma d'exploitation un peu ringard de l'autre. Oui, et en vrai, ça circule, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et il y a deux choses que je voulais encore aborder par rapport à Smile 2. Premièrement, parce qu'on en a parlé, toi et moi, Morgane, en dehors du podcast, c'est comme ça l'espèce de fascination soudaine et subite pour les super pop stars cette année au cinéma, parce que ça a été le cas dans Trap de Shyamalan. Ouais, d'ailleurs j'ai vu des montages. Et là c'est le même genre de personnage, c'est-à-dire on a deux espèces de Taylor Swift, à ceci près que là pour le coup pardon, je trouve que Skyraller est un peu la pop star antithèse de Taylor Swift dans ce qu'elle dégage dans le film, par rapport au réel. Bien sûr, et il y a des montages assez marrants où tu as le personnage de Trap, le tueur, qui est face à la scène, et devant lui c'est Skyraller. Enfin, c'est assez marrant. En plus c'est chromatiquement il y a des similarités, parce que c'est très rouge et noir aussi, parce que il y a les ténèbres. Mais effectivement il y a un truc sur l'horreur, effectivement la honte sociale, etc. Aussi
utilisation des réseaux sociaux. Alors, je vais pas dire que c'est beaucoup utilisé dans Smile, mais il y a quand même une évocation à un moment donné où les personnages sont en train de filmer le personnage principal qui est en train de délirer. Et c'est terrible parce que tu as de l'empathie pour elle, tu sais qu'elle y parle. Et justement, ça, c'est une chose que nous, on s'est posé comme question devant le film, mais d'autres aussi se la sont posées. C'est que là où le film est assez noir, Parker Finn, en fait, il explique qu'aux États-Unis, aujourd'hui, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est privilégié, quelqu'un qui est adulé de tout le monde, s'il se trouve dans une situation de détresse mentale, psychique et physique, personne n'ira l'aider. Absolument personne. Et la seule fois où ça arrive, c'est avec une dame âgée. Et bon, la pauvre, elle termine un peu mal, ce qui est une scène assez désopilante. Mais autrement, à part cette unique tentative, pendant 2 heures, je le redis, on a un personnage qui ne va pas bien du tout. Et si les gens, ils ne cherchent pas juste à l'ignorer, ils vont chercher à en tirer profit, que ce soit son entourage, comme je le disais tout à l'heure, pour de l'argent, ou les gens qui la filment pour pouvoir faire de l'engagement et des vues sur les réseaux sociaux. Et c'est absolument affreux de ce que ça dit de nos sociétés contemporaines. Et tu as raison. Et il y a un troisième film qui sort prochainement, qu'on a eu la chance de voir, qui aborde aussi la pop star, les reines du drame, et je pense qu'il y a un fil continu entre les 3 films. Il y a quelque chose. Cette année, tous se sont accordés pour parler de pop. Sur les fans aussi, ça montre quelque chose de très noir sur les fans, et justement le climax de Smile 2, c'est un peu... c'est très noir, très sombre, et en même temps, je trouve ça assez réaliste. Je me dis que le truc ultime d'un fan, c'est peut-être de voir son idole se mettre à mort devant lui, enfin ouais, parce que tu sais, ben, je dis pas pour les fans, les fans qui sont normaux, mais je veux dire, le Star System. Es-tu un fan normal, Morgane? Je veux dire que le Star System est tellement poussé à l'hystérie que, en fait, le truc hystérique ultime, c'est de voir son idole se suicider devant toi, en fait. Et voilà, il atteint vraiment. Alors, il le montre pas, Parker Finn, il reste, parce qu'il reste quand même dans l'empathie avec son personnage principal, et ça, c'est très bien. Certains vont dire qu'il y a une espèce de sadochisme, il s'amuse à torturer comme un petit. De sadisme, pantin, tu veux dire. oui, sadochisme, pardon, de sadisme, sadomasochisme, j'ai fait un mélange des deux. Merci Julie. Donc il y a une espèce de sadisme, genre il s'en sert comme une poupée, mais je suis pas d'accord, et justement c'est le fait qu'on ne voit pas la mort, la mise à mort du personnage. À la fin, le hors-champ est quand même assez significatif à ce sujet, je suis d'accord avec toi. Ça fait réfléchir, comme on dit. Non, mais c'est vrai, parce que si c'était juste une marionnette, en fait, il n'aurait pas pris de gants, il l'aurait montré jusqu'au bout. Or, c'est pas la personne qui montre. Enfin, là, il jette vraiment, comme on dit, un voile pudique dessus, quoi. C'est ça. Surtout que, bon, après, il montre quand même le personnage mort, mais il montre pas la mise en scène de la mort. Voilà, l'acte de la violence n'est pas montré. Voilà, surtout que juste avant, il avait pris un plaisir à le faire et à montrer, et c'était assez terrifiant. Et voilà, enfin, pour moi, c'est une réussite. Il n'empêche que je me pose quand même quelques questions, Morgane, si tu veux bien conclure, qu'on conclue, toi et moi d'ailleurs, là-dessus. C'est que je me pose des questions par rapport à la réception des films d'horreur en règle générale ces derniers temps. Quand je dis ces derniers temps, je veux dire ces 2 dernières années par la critique mainstream. Alors, je dis pas que toi et moi, on est des génies. Je dis pas qu'on a... Non, mais je dis pas qu'on a mieux compris les films que d'autres. Mais je sais pas, j'ai l'impression en fait que systématiquement... Alors, il y a des films d'horreur, certes, qui sont nuls, et bon, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut le dire. Mais là, je trouve que le film est bien, et j'ai pas l'impression que, côté critique, il ait été vraiment compris, ou que ces mécanismes aient été décryptés. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que, en fait, dans la critique mainstream, il y a encore, en tout cas en France, on comprend pas encore tout à fait ce que c'est que les films d'horreur, encore aujourd'hui, quoi. Et le problème aussi vient peut-être que, tu l'as dit, mainstream, donc il y a une forme de mépris, une certaine forme de partie de la critique, en tout cas, qui la critique institutionnée, on va dire, pour pas dire institutionnelle, parce que je pense pas que c'est de la critique institutionnelle, mais quand je dis institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'institution derrière, quand même, type... je vais citer Télérama, alors les cahiers du cinéma... Télérama ne trouve par exemple jamais bien un film d'horreur quasiment, et je le dis d'autant plus... Sauf si c'est réalisé par un cinéaste, enfin voilà... Non mais c'est vrai, et je le dis d'autant plus que je suis abonné à Télérama depuis 2015. Ouais, c'est vrai que tu es experte à ce niveau-là, ouais.
Mais par exemple, Ari Aster peut-être peut avoir un certain intérêt pour eux, ou Jordan Peele. Donc l'Elevated Horror, mais pas... Enfin, Smile 2, ça reste quand même un film d'horreur... C'est forain, on va dire. Oui, voilà, c'est forain, c'est mainstream, c'est classique, relativement classique, avec quand même des idées originales. Il y a un côté mais ça reste classique. Voilà, exactement. Et c'est vrai que je pense que c'est un mépris. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait que s'il y a très peu qui ont écrit sur le film, c'est aussi parce qu'il n'a pas été montré beaucoup à la presse. Alors oui, en l'occurrence, c'est vrai, il faut le dire. Voilà, et je pense que ça va pas non plus donner envie à la critique d'écrire dessus positivement, aussi pour ça. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un jeu aussi à ce niveau-là, quelque chose qui se joue en tout cas au niveau de la critique, qui se sent lésé. Et que je peux comprendre en soi. Mais voilà, je pense que oui, il y a un rendez-vous manqué complètement. Mais ça fait des années, le cinéma d'horreur, c'est du cinéma d'exploitation. Mais je m'étonne que ça continue encore en 2024. Enfin, je dis aussi ça parce que je débarque et que je regarde de plus en plus de films d'horreur. Mais et bon, j'ai toujours tendance à considérer, comme tu le sais, je l'ai déjà dit, je le redis, que c'est un genre dans lequel il y a des films particulièrement mauvais. Mais enfin, quand il y en a un qui est pas trop mal, il faut le dire. Mais c'était déjà pareil dans les années 80 vis-à-vis de Wes Craven et Carpenter, même dans les cahiers du cinéma, c'était pas des cinéastes qui étaient totalement adulés. Je crois que j'avais lu la critique de The Thing à l'époque dans les cahiers du cinéma, c'était une toute petite notule et maintenant c'est considéré comme un des plus grands films d'horreur de tout le temps. Je veux dire, ça a toujours été comme ça, c'est un genre qui est... je pense que c'est un peu comme la comédie, c'est des genres qui sont pas très au goût de la critique de haute qualité, on va dire, et forcément ça joue dessus, même si je pense que ça tend à changer et qu'on a des gens qui portent un regard dessus qui sont quand même assez fins, et ça va changer. Et nous on l'espère, hein. Et juste pour terminer, Naomi Scott, que je connaissais pas avant, qui joue le personnage principal, est incroyable parce qu'elle passe par tous les états dans le film et elle le fait très très bien, et c'est aussi une grosse plus-value pour le film, quoi. On en a terminé avec ce 42e épisode d'Arrêt Caméra. Alors, on ne revient pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la semaine qui vient, il n'y a pas énormément de films qui nous intéressent. La seconde, c'est que de toute façon, on ne sera pas forcément là pour les voir. Et la troisième, c'est parce que les films, dans 3 semaines, on en aura plus à traiter qu'ils nous bottent. Il y a de quoi se mettre sous la dent, effectivement, d'ici les semaines d'après, ouais. On est parti pour parler, donc pour le 43e épisode de Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Évidemment, la Palme d'Or à Nora de Sean Baker. On a aussi prévu de parler, qui sort la semaine suivante, dans des films les plus attendus des fans d'horreur. Morgane, je crois que tu confirmeras The Substance de Coralie Farja. Même si on a tout vu déjà du film sur les réseaux sociaux. Non, moi j'ai fait que bloquer. Je ne veux rien savoir. J'ai vu la bande-annonce et je ne veux rien savoir de plus. Et on parlera très certainement de 3 amis de Emmanuel Mouret. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Sûrement un film vu en VOD. Ouais, on essaiera d'aller chercher. Mais c'est sûr, il y a sûrement le temps. quelque chose de bien à se mettre sous la dent aussi à ce niveau-là. On le fera d'ici là, mais on vous dit portez-vous bien. On espère que nous écouter vous mettra dans un état de joie, de liesse, de contentement. Aussi. Ah ben non, j'espère pas. Parce que c'est bientôt Halloween, donc d'ailleurs joyeux Halloween. Oui, d'ici là. Et voilà, donc à bientôt. À bientôt.